Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Très bel été à vous si vous êtes à l'écoute de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. De plus en plus nombreuses et nombreux, vous êtes à nous écouter chaque jour, chaque semaine, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Également sur YouTube, on est plus d'1 million d'abonnés. Aujourd'hui, on va revenir sur la loi du 11 février 2005. 20 ans après, où en sommes-nous? Cette loi qui garantissait le droit, l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Et puis, pour en parler, le député qui a suivi cette mission et qui a porté cette mission d'évaluation de son application sur les 20 dernières années, Sébastien Pétavy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, sur l'autre pan de la table, Vincent Julet. Bonsoir Vincent. Bonsoir Anthony. Vous êtes président de l'association Bien Vivre son handicap. Tout à fait. Courbevoie. Merci Anthony, tout à fait. À Courbevoie, c'est important de le dire. Et vice-président de la PHPP. Et vice-président de la PHPP. Ne faites pas mon travail à ma place, Vincent Julet, parce que sinon je vais être président de Bien Vivre son handicap à Courbevoie. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Mathéo Lamblot également. Bonsoir à vous. Je salue Daisy Brito qui est à la réalisation. Je salue Alice Mouchel également, qui nous assiste sur l'émission. Et puis Zoé, jeune collaboratrice et stagiaire de Sébastien Pétavy. Bonsoir aussi à vous. Allez, les changements à la une avec Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une, Mathéo Lamblot, avec un taux d'emploi des personnes en situation de handicap en 2024 en hausse. Oui, surprenant ça. Oui Anthony, on n'avait jamais vu ça et c'est encourageant. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a grimpé à 5,93% en 2024. C'est mieux qu'en 2023 où on était à 5,66%, mais on reste encore un peu en dessous du seuil légal des 6% fixé par la loi de 2005. Comme chaque année, c'est la fonction publique territoriale qui montre l'exemple et elle est la seule à dépasser les 6%. Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique vise d'ailleurs cet objectif, atteindre ces 6% dans tous les versants de la fonction publique d'ici 2030. Mathéo, il s'est passé quoi dans cette commission mixte paritaire où visiblement on ne veut pas entendre parler, plus entendre parler pour l'instant en tout cas, des pôles d'appui à la scolarité, pardon. Oui, Scolarité. Oui, Anthony, nous avons assisté à un petit coup d'arrêt pour l'école inclusive. Le 5 mai dernier, les députés avaient voté une proposition de loi pour mieux inclure les élèves en situation de handicap, avec une mesure phare, la généralisation des pôles d'appui à la scolarité, les PASS. Mais le 1er juillet, la commission mixte paritaire qui réunit députés et sénateurs n'a pas trouvé d'accord. Le texte est donc rejeté. Pourtant, ces PASS suscitent de l'espoir, composés d'un personnel de l'éducation nationale et d'un éducateur. Ils sont chargés d'évaluer les besoins des élèves et de proposer des solutions concrètes. Des expérimentations qui étaient jugées prometteuses par la ministre déléguée au handicap Charlotte Parmentier-Lecocq. Elles avaient été lancées à la rentrée 2024 dans 4 départements, l'Aisne, la Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir et le Var. L'objectif initial était clair, étendre ce dispositif à tout le pays d'ici 2027, mais avec ce rejet parlementaire, l'avenir de cette réforme reste incertain. Charlotte Parmentier-Lecocq qui était justement mon invitée il y a 2 semaines et qui avait l'air assez confiante sur cette généralisation des pôles d'appui à la scolarité. Donc on va en parler avec mon invité Sébastien Pétavy juste après cette petite courte pause sur Sud Radio. Vous ne bougez pas. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec mes invités Sébastien Pétavy, député Génération, excusez-moi. Vous avez piloté cette mission d'évaluation 20 ans après. Où en sommes-nous sur le handicap et cette loi du 11 février 2005 qui avait pour vocation de garantir l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Et puis de l'autre côté de la table, Vincent Julet, vous êtes président de Bien Vivre son handicap à Courbevoie, je le précise, et vice-président de l'APHPP, l'association qui garantit la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Tout à fait, merci. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, avant de reparler de cette loi de 2005 sur ces pôles d'appui à la
scolarité. Oh là là, mais j'ai du mal avec ce mot, Sébastien Pétavy, ce soir. Je veux revenir sur cette commission mixte paritaire qui, a rejeté cette proposition de loi qui vise à généraliser ces dispositifs qui ont été expérimentés sur 4 territoires. Je crois que vous en avez visité un d'ailleurs. Oui. Mais en fait, je crois que avant de parler de la commission mixte paritaire, c'est important de voir un petit peu comment le texte a évolué, parce qu'à la base, c'est une proposition donc d'une élue, d'une parlementaire, avec un texte qui ne proposait absolument pas l'intégration donc des passes et le déploiement des passes. Et c'est lors du passage du texte en hémicycle que le gouvernement a déposé un amendement sans que ce soit proposé d'abord en commission et débattu, mais ça a été proposé en hémicycle. Donc en fait, il y a dans la manière dont les choses ont été présentées qui ne permet pas, on va dire, d'avancer suffisamment. Vous l'avez évoqué, c'est mis en expérimentation dans 4 départements depuis le mois de septembre. C'est important en fait quand il y a une expérimentation d'avoir un retour. D'avoir des études d'impact, de voir un petit peu quelles sont les conséquences, parce que des retours que l'on a, c'est que sur les 4 départements, il y en a 2 dans lesquels ça fonctionne plutôt bien, et 2 autres où les choses posent quelques questions, notamment dans l'articulation avec les AESH. Et donc, je crois que c'est important de voir les auxiliaires aux élèves en situation de handicap. Voilà, c'est important de voir en fait qu'est-ce qui a fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans certains endroits, avant de pouvoir le généraliser. Et en fait, ce serait bien que ce sujet, parce qu'en fait, c'est le gros souci depuis quelques mois à l'Assemblée nationale, le gouvernement qui ne fait pas de projet de loi se sert d'autres véhicules, de propositions de loi de parlementaires, pour inclure des amendements du gouvernement. Et je crois que sur un sujet qui est aussi important que la scolarité, et parce qu'on pourra l'évoquer avec le bilan de la loi de 2005, mais c'est quand même un échec. Enfin, il y a eu une réussite au niveau de l'école, au niveau du nombre d'enfants qui ont été scolarisés, mais sur la qualité de l'intégration et de l'inclusion, on a de nombreuses questions. Oui, on est toujours sur une scolarité non inclusive. Hein. Oui, mais c'est ça. Là, le fait que cette PPL soit refusée, est-ce que ça risque pas tout simplement de bloquer le dispositif, de refermer complètement la porte sur les essais? Ou la question peut-être, excusez-moi Vincent, mais est-ce que c'est pas un problème de moyens engagés? Mais après, ça pose la question. C'est-à-dire que là, dans l'expérimentation, il y a 2 millions par département pour pouvoir le mettre en place. Donc la grande question est, est-ce que là où l'État est en train de chercher les moindres centimes d'économie, est-ce que s'il y a une généralisation, ça va pouvoir se mettre cette somme par département sur tout le territoire? Je crois que Charlotte Parmentier-Lecoq disait qu'il y en avait plus de 500 à déployer. Non mais c'est énorme. C'est énorme. Donc ça fait quasiment 1 milliard d'euros à engager sur ces dispositifs. C'est une grande question. Et puis, quand on voit les points d'appui à la scolarité, c'est avant notification. Ouais. Donc c'est pour pouvoir repérer, identifier... Avant notification de la maison départementale des personnes handicapées qui dit que l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement spécifique. Spécifique, voilà. Ouais. Donc ça veut dire que ça permet d'éviter d'avoir 1 an, 1 an et demi, 2 ans parfois de délai avant qu'un enfant puisse avoir un diagnostic et avoir les accompagnements nécessaires. On sait très bien que plus ça traîne, plus l'enfant peut se retrouver en difficulté et plus il va avoir un impact sur sa scolarité par la suite. Donc là, ça permet d'avoir une réponse adaptée et une réponse avec des professionnels, parce que ça veut dire qu'il faut un enseignant spécialisé et un éducateur spécialisé. Donc ça veut dire faire rentrer le médico-social dans l'école et qu'il y ait, parce que c'est quand même tout le travail d'avoir et l'éducation nationale et l'ARS avec le médico-social, qui puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est l'enjeu si on veut réussir la scolarité pour tous. Mais effectivement, ça ne se passe pas comme ça. On voit qu'il faut du temps pour que ARS et Éducation nationale arrivent à proposer quelque chose de commun. Et il faut qu'il y ait des moyens. Et après se pose la question, pour moi le grand point d'inquiétude, c'est qu'une fois que l'on a mis les moyens avec des personnes formées pour pouvoir, on va dire, identifier avant notification. Une fois que vous avez une notification, votre gamin qui se retrouve donc avec les besoins les plus spécifiques se retrouve avec une AESH
qui est payé 800 € par mois, qui n'a pas de diplôme, qui a 3 jours de formation et qui va accompagner l'enfant qui lui a été notifié. Oui. Et donc, il y a un écart là-dedans entre celui qui n'a pas de notification, qui va se retrouver avec un EduxP, un enseignant spécialisé, et celui qui a une notification, qui va se retrouver avec une AESH qui, elle, n'a que 3 jours de formation. Bon, donc là-dedans, il y a un déséquilibre qui pose question. C'est très bien qu'il puisse y avoir dans les premiers éléments une rapidité pour éviter d'encombrer par la suite, mais il faut qu'on s'assure qu'il y ait une qualité et que quand il y a une AESH, qu'il puisse y avoir également un enseignant spécialisé, qui puisse rentrer dans l'école et accompagner l'AESH et l'enseignant. Bon, on a compris, en tout cas, vous êtes plutôt partisan du fait qu'il faut prendre un peu de recul quand même. Enfin, je crois que quand on fait des expérimentations, je crois que c'est important que l'on puisse avoir le retour, et c'est important que nous, en tant que parlementaires, on puisse avoir tous les éléments pour avancer. Parce qu'il faut arriver à comprendre que faire entrer le médico-social dans l'école, c'est un changement énorme. Et ça va pas se faire simplement sans que l'on prenne le temps de rassurer toutes les parties prenantes là-dedans. Et il faut que les parlementaires soient rassurés également et aient toutes les infos. En fait, on peut pas prendre au sérieux un amendement qui arrive en hémicycle sans que l'on soit préparé et sans que l'on ait tous les éléments et toutes les études d'impact avant. Vincent Julet. Ouais, non, moi ma crainte là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est qu'on ferme le dossier. Et en fait, je suis un petit peu embêté là par ce que j'entends, parce qu'on se dit, ok, dans finalement la première année et demie, le gamin est super bien traité, et au bout d'un an et demi, finalement, on risque d'avoir une baisse de la qualité d'accompagnement. Finalement, parce que on risque de ne pas avoir suffisamment de moyens dans un an et demi, on se prive d'une belle qualité de service au moment où le gamin en a plus besoin. C'est ça qui est peut-être embêtant. Oui, puis d'ici là, on aura probablement eu des élections, enfin c'est sûr d'ailleurs, enfin j'espère. On aura peut-être même changé d'hémicycle et la loi risquerait peut-être de complètement passer aux oubliettes. Après, là, moi, dans le rapport de la mission d'évaluation, on va y revenir maintenant. Oui, sur la question de la scolarité et les dispositifs, parce que là, on parle du dispositif PASS, mais il y a le dispositif d'art, qui est le dispositif d'autorégulation, et notamment pour les enfants autistes, avec pareil le déploiement d'une équipe pluridisciplinaire, et on voit qu'il y a plein de dispositifs comme ça qui fonctionnent. Et je crois qu'effectivement, il faut revoir la manière dont on aborde la question de l'école. On voit que c'est peut-être l'échec, et c'est intéressant de prendre la question de l'école, de voir ce qui a fonctionné, parce qu'on peut regarder que l'on a multiplié par 3 le nombre d'enfants qui sont scolarisés. Donc quand on regarde d'un point de vue mathématique, il y a une réussite au niveau de l'école, mais quand on regarde au niveau de la qualité de l'accompagnement, on a un sujet. Le premier sujet, c'est que votre enfant va à l'école et votre enfant handicapé va dans l'école inclusive. Et on voit bien que d'avoir ajouté inclusive vient montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne à part dans cette école. Et là-dedans, le seul moyen d'y répondre, c'est de pouvoir faire rentrer le médico-social dans l'école. Et je crois que ce que proposent les PASS est justement le chemin, l'EDAR également, avec les dispositifs d'autorégulation, et c'est véritablement le chemin. Mais ça doit se faire, je pense, avec un projet de loi, avec quelque chose qui est chiffré, parce qu'en fait, nous, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie du budget qu'il va y avoir dans la proposition qui a été faite et l'amendement du gouvernement. Bien. Vous avez donc piloté cette mission d'évaluation, et on va rentrer un peu plus dans le vif de ce sujet. On a, je pense, bien balayé le sujet de la scolarité. J'ai du mal avec ce mot, mais vraiment, depuis le début de l'émission. Scolarité, voilà. J'aurais une question là-dessus. J'aimerais qu'on avance un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolé, mais... on s'est vu à l'ONU, Sébastien Pétavy, lors du déplacement de la délégation française, avec toujours cette même chanson qui résonne sur le fait que la France ne respecte pas les engagements qu'elle a pris à l'international. Qu'en est-il exactement sur vous, ce que vous avez évalué dans cette mission d'évaluation sur l'application de la loi du 11 février 2005 ? En fait, quand la loi de 2005 est écrite et votée, la question internationale et la définition du handicap est en train de se travailler en parallèle. Quand la France vient modifier la définition du handicap et vient intégrer la question de la place de l'environnement, elle vient justement intégrer les interrogations et les échanges qu'il y a autour de ça. Mais la définition
qui est adoptée en 2010 du handicap va encore plus loin sur la question de la place d'un environnement. Et en gros, ce qu'elle raconte, cette définition, c'est qu'un environnement qui n'a pas été adapté génère un handicap. Et en fait, la loi de 2005 ne va pas aussi loin dans sa définition. Il faut arriver à prendre la mesure de ce qu'il en est de... on voit bien que, en fait, sur la question de la loi de 2005, on a mis le paquet sur l'accompagnement humain, même si on peut voir tous les manques qu'il y a autour des besoins au niveau des maisons départementales des personnes handicapées. Donc là, vous parlez en l'occurrence de la prestation compensatrice du handicap. Oui. Et sur l'aide matérielle, on voit qu'il y a également un moyen par lequel on a pu aborder la question du handicap. Mais sur la question de rendre accessible notre société et comment on peut avoir une accessibilité universelle, sur cette question-là, on n'a pas fait le travail. Et effectivement, là-dessus, on est condamné par l'Union européenne sur ces questions-là. Et l'autre enjeu, c'est la question de la désinstitutionnalisation, où là, clairement, on se retrouve avec un gros sujet. C'est qu'aujourd'hui, les associations clés qui représentent les personnes en situation de handicap sont également des associations qui hébergent et accompagnent les personnes en situation de handicap. Et donc, il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Sébastien Pétavy, pardonnez-moi, mais... Quand on entend, et nous on en reçoit beaucoup des témoignages ici sur Sud Radio, des parents d'enfants en situation de handicap qui ne trouvent ni de place en scolarité ordinaire, ni de place pour leurs enfants dans des établissements, et quand bien même on sait qu'ils en ont besoin, ne serait-ce que pour des questions de répit ou pour des questions de savoir-faire, quand vous êtes parent isolé par exemple, et puis avec des enfants qui grandissent et puis qui deviennent adultes et qui restent à charge du foyer. La désinstitutionnalisation, c'est pas toujours une si mauvaise chose. Ah mais c'est pas du tout une mauvaise chose, il faut que ce soit le chemin vers lequel on doit aller. Mais la question en fait de la désinstitutionnalisation... Non mais l'institutionnalisation, excusez-moi, oui, la désinstitutionnalisation, en l'occurrence c'est ce qui est prôné par l'ONU. Non, pardon, c'est l'institutionnalisation, vous faites bien de me reprendre, qui n'est pas une si mauvaise chose. Mais en soi, il faut bien les accompagner, les foyers. Et voilà, il faut bien les accompagner. Et en fait, la question, elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une formation de qualité chez les enseignants, chez les architectes, chez le personnel médical, dans toutes les questions d'accueil? Non. Est-ce qu'on a veillé à ce qu'il y ait une accessibilité universelle? Non. Est-ce qu'on a assez de logements qui sont accessibles? Non. Est-ce que toutes les structures qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap ont fait l'effort? Non. Donc à partir de là, si on fermait les institutions maintenant, on mettrait énormément de personnes en difficulté. Sauf que là, on a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, on n'a pas mis les moyens. On n'a pas mis les moyens pour pouvoir accueillir, notamment à l'école, pour avoir une école qui fait sa transformation et qui vient pas juste répondre à l'accueil des enfants en situation de handicap par une AESH qui est payée 800 € et qui n'est pas formée, parce que c'est la manière dont on a pensé l'accueil. L'Italie, par exemple, quand il y a un enfant en situation de handicap, il n'y a pas plus de 20 gamins dans la classe et il y a un enseignant spécialisé et un enseignant. Il y a 2 enseignants, 20 personnes. Donc on n'a pas fait ce boulot-là. Est-ce qu'on n'a pas une super opportunité là à saisir avec la baisse de la démographie? Bien sûr, mais justement... On devrait garder le même nombre d'enseignants, on devrait baisser le nombre d'élèves dans la classe, on devrait former nos enseignants. Alors les nouveaux, il faut qu'on les forme à tout prix, mais ceux qui exercent, il faut qu'on puisse les accompagner. Et c'est pour ça que de faire rentrer le médico-social avec les PASS, c'est aussi comment on va pouvoir donner des outils aux enseignants qui exercent actuellement. Donc c'est un outil qui est important. Mais on peut pas aujourd'hui, quand je parlais du cul entre les deux chaises, là on se retrouve avec, et on n'a pas mis les moyens pour transformer l'école, et on ne vient pas non plus entreprendre la question de la désinstitutionnalisation. On se retrouve en fait là, en 20 ans de loi, on n'a pas moins de gamins qui sont dans les IME. Mais on accueille plus de gamins dans l'école. Donc on voit bien que là-dedans, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas. Et qu'il y a une réponse qui n'a pas été créée de qualité, et donc en fait il faut prendre ce chemin-là. Mais le faire, c'est pas le décider et le faire de suite, il faut le planifier. Est-ce que vous, comme parlementaire, n'avez pas quelque chose à pousser, par exemple, aller contre la fermeture des écoles? Aujourd'hui, on dit on ferme les écoles parce que y a une baisse de la démographie, il y a moins d'enfants par classe. C'est peut-être la grosse opportunité à saisir justement pour pouvoir faire rentrer le médico-social à l'intérieur. Et pour autant, c'est un sujet qui me paraît peu traité, peu pris en main aujourd'hui par les politiques. Ah mais après c'est un grand sujet, parce que par exemple moi je viens de la Dordogne et d'un milieu très rural.
En fait, quand on voit le nombre de petites écoles, est-ce qu'on peut demander le même niveau d'accompagnement et que le médico-social puisse intervenir dans toutes les écoles? Il y a des choses qui vont être compliquées techniquement, en fait. Si on a une équipe médico-sociale qui passe plus de temps dans les transports pour aller d'une école à une autre qu'avec les enfants, on a un sujet. Donc en fait, il va falloir poser la question, mais il faut que l'on voit par territoire. Il faut que l'on arrive à avoir une réponse, parce que la réponse en ville et à la campagne n'est pas la même, et on voit qu'on pense peut-être plus difficilement à cette question de la ruralité, mais qui est un véritable mais sujet. peut-être plus systémique, c'est une gouvernance à repenser. Avoir plus de transversalité sur la question du handicap pour chaque ministère, pour les parlements. Mais évidemment. En fait, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est ce que vous mettez d'ailleurs dans le rapport. Hein. Mais c'est-à-dire que si on veut avoir un véritable changement, et c'est là que je reviens sur les questions de l'ONU et du retard que l'on a, et de répondre par des réponses individuelles. C'est-à-dire que tant qu'on ne vient pas modifier structurellement la société pour qu'elle puisse répondre à 80% des situations de handicap, en fait, ça ne fonctionnera pas. Si on revient sur la question de l'école, si on avait des méthodes de programme, des méthodes de pédagogie adaptées. Je voudrais pas qu'on reste trop sur la scolarité. Oui, je comprends. En fait, ça vient illustrer beaucoup de choses. Si on avait des manuels scolaires qui étaient adaptés, justement, pour toutes les situations. Oui, mais peut-être aussi des handicaps mal compris. Vous venez de le dire, 80% des handicaps, en l'occurrence, sont des handicaps invisibles. Ouais. Exactement. Et donc, là, il y a une réelle question de formation, mais de tous les personnels, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement tout à l'heure, peut-être à toutes les échelles, tous les niveaux de l'État dans toutes ses composantes. Toute personne en contact avec du public doit être formée sur les questions de handicap. Et ça, c'est la loi 2005. Pourquoi on n'a pas lancé l'obligation ? Mais parce que le problème, c'est que les libertés de formation et de recherche des universités, on voit que les enseignants-chercheurs ont la liberté pédagogique. Et en fait, on ne peut pas leur imposer de pouvoir prendre en compte ces questions-là. Et donc, en fait, là-dessus, il y a quand même des sujets. Et quand on voit que 20 ans après, les médecins ne sont pas formés sur les questions de handicap, les enseignants ne sont pas formés sur les questions de handicap, les architectes, parce que les architectes ne font pas partie du ministère de la Recherche, mais de la Culture, on voit que là-dessus, on a un sujet, en fait. C'est dingue. Il faut lancer la formation obligatoire, ça me paraît essentiel. Alors je voudrais juste qu'on parle, pour finir, de la citoyenneté. L'accès au droit de vote, déjà, quand on est en situation de handicap, par exemple psychique, on considère que on n'est pas suffisamment, par exemple si on est sous tutelle, qu'on dépend d'un autre adulte pour ses droits fondamentaux, on perd son droit de vote dans la plupart du temps. En fait, là, la question est très simple. C'est pas juste de pouvoir voter ou pas voter, c'est de pouvoir être candidat. Et en fait, la question, on a un texte qui est arrivé cette semaine sur le statut de l'élu, et j'ai déposé un amendement, justement, qui permet à une personne sous tutelle et curatelle de pouvoir être candidate. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas l'être. Elle a des idées comme tout le monde. Bien sûr, en fait. Et puis, on revient à la question de l'ONU. Mais si on veut sortir d'une vision médicale du handicap et de s'appuyer sur la question des droits, en fait, pourquoi quelqu'un, du fait de sa situation de handicap, n'aurait pas les mêmes droits que les autres? Désinstitutionnaliser, désinfantiliser finalement le handicap? Démédicaliser. Et démédicaliser. Et puis c'est une question de représentation de la diversité de notre société aussi. Sébastien Batavi? Non, mais c'est quand on regarde 16% de la population qui a un handicap, 0,01% d'élus, on a un sérieux souci. On a les élections municipales qui arrivent et on sait que les questions d'accessibilité se jouent au niveau des municipalités, et il faut qu'il y ait énormément de personnes en situation de handicap qui rentrent dans les conseils municipaux. Eh bien, Sébastien Pétavy, merci beaucoup. Vous êtes député Génération. Vous avez piloté cette évaluation sur la mise en application de la loi du 11 février 2025. 20 ans après, où en sommes-nous sur le handicap? Le rapport est paru cette semaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vincent Julet, vous êtes président de Bien Vivre son handicap à Courbevoie, je le précise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi vice-président de la PHPP. Et puis, vous ne bougez pas sur Sud Radio. Merci aussi Mathéo Lamblot, Alice Michel et puis Daisy Brito, réalisatrice de l'émission. Les programmes continuent avec Jacques Pessis, les clés d'une vie. À la semaine prochaine.